Donc, je laisse la parole à notre collègue chercheuse Giulia Marchesini de l'Université de Polynésie française. Je m'appelle Giulia Marchesini et je rentre dans la deuxième année de ma thèse et je suis un co-tutelle de thèse avec l'Université de la Polynésie française et l'Université Victoria de Wellington en Nouvelle-Zélande. Et je fais également partie d'un groupe de recherche Action qui s'intéresse aux aires marines éducatives et qui travaille sur plusieurs territoires dont la Polynésie, la Bretagne, l'Occitanie et la Martinique. Et ce programme de recherche donc s'appelle le RAM et je vous ai mis également le petit logo pour le signifier. Euh, donc, les aires marines éducatives, j'ai souhaité le titrer Quand nature et culture interagissent pour une éducation au développement durable en Polynésie. Parce que, en fait, les aires marines éducatives, c'est quoi? Il s'agit d'une approche éducative à l'environnement par la pratique. Et il se trouve que cette approche innovante est née dans les îles Marquises en 2012. Donc, aux marges, disons, géographiques du monde occidental, parce que je rappelle que l'archipel des Marquises, qui est un des 5 archipels qui composent la Polynésie française, est un des archipels les plus isolés au monde. Et il se trouve à 1600 kilomètres de Tahiti, qui est la capitale, et donc, de facto, se retrouve à peu près 30 heures d'avion de Paris pour donner une idée. Donc, cette approche a l'objectif de éduquer, sensibiliser et responsabiliser les enfants. Et c'est un mot-clé. Les enfants deviennent vraiment des gestionnaires de la préservation de leur espace naturel et ça à travers une méthode pédagogique qui leur donne la gestion d'un espace naturel qui se trouve, ils ont quand même la chance devant leur école souvent, une zone littorale où ils peuvent explorer la zone littorale, y compris la mer, l'océan et le lagon en fonction de où ils se trouvent. Euh, Pourquoi j'ai voulu mettre quand nature et culture interagissent? Parce que un des éléments très importants ici, c'est le continuum qui existe entre culture et nature et le fait que l'une n'est pas concevable sans l'autre. Même pour les enfants, la compréhension, pour comprendre une donnée environnementale, la part de la culture dans leur perception même de l'environnement est extrêmement importante parce que ça leur crée le lien avec leur vécu et leur histoire. Donc, dans cette photo, c'est simplement pour vous donner une idée comment ça se passe réellement. En fait, ce sont vraiment des enfants qui descendent dans l'eau pour observer. Donc, quand je parle d'une approche éducative par la pratique, ils touchent, ils regardent, ils apprennent, ils expérimentent et au même moment où ils apprennent. Donc, c'est des enfants qui sont dans l'eau et qui utilisent ces sorties, ces mises à l'eau pour développer l'ensemble du programme scolaire, que ce soit des mathématiques, du français, des sciences, de la biologie et même les langues étrangères. Ça s'adresse ici, dans la photo suivante, c'est quelques photos que j'ai prises lors d'une mise à l'eau avec des animatrices, c'est souvent des biologistes marines ou des experts du milieu marin qui conduisent les enfants dans l'eau et voilà, là, ils leur montrent les algues, ils leur montrent les coraux, les différents types de poissons pour qu'ils puissent relier avec cet espace naturel. Donc ça, c'est ce qui se passe sur le terrain. Après, dans ma recherche, qu'est-ce que j'essaye d'obtenir, j'essaye de voir. Alors, deux choses. D'un côté, j'essaie de voir quelle est la relation qui existe
entre les savoirs autochtones. Donc, quand je dis savoir autochtone, c'est avant la colonisation et l'éducation à l'environnement, qui est vraiment incarnée par cette approche des aires marines éducatives qui naît d'une volonté, ce qu'on appelle vraiment le bottom-up, parce que c'est vraiment un enfant dans une école, dans une île des Marquises, qui est à l'origine de cette demande de s'occuper de son espace naturel. Et donc, c'est comme ça que sont nées les aires marines éducatives en 2012, je disais. Donc, les relations entre savoir autochtone et éducation à l'environnement dans un cadre qui aujourd'hui évidemment dépasse le simple cadre autochtone parce que aujourd'hui la Polynésie française bien sûr elle suit un programme scolaire qui est qui est qui est réglementé notamment par la France et donc on a dans cette approche, on a, disons, les savoirs autochtones plus la science occidentale qui se rencontrent. Et ce que j'essaye également de faire, c'est de identifier quels sont du coup les principes fondamentaux des aires marines éducatives pour les analyser et voir comment et si ils peuvent représenter une voie à suivre bien au-delà de la Polynésie française pour répondre à, aux besoins d'éducation et développement durable, qui est un des objectifs de développement durable des Nations Unies, et donc la communauté internationale s'est fixée pour atteindre d'ici 2030. Donc l'objectif 4.7 qui concerne l'éducation au développement durable. Donc dans ça, j'ai vraiment eu moyen d'aller voir, de m'intéresser à qu'est-ce qu'on entend par savoir autochtone, le fait que on soit il soit construit, les savoirs autochtones, très, très souvent sur l'expérience directe du monde naturel et le fait que le processus éducatif se structure à force d'observation directe, d'imitation et de pratique. C'est ce que les anthropologues qui ont étudié en particulier la transmission des savoirs aux jeunes générations en Polynésie française nous dit, c'est ce que la littérature reporte, nous montre que finalement, cette approche des arts et marines éducatives reprend ces éléments essentiels et qui aujourd'hui ont été notamment adoptés en France métropolitaine parce que des aires marines éducatives en existent aujourd'hui aussi en France métropolitaine et dans d'autres territoires, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le programme de recherche qu'on suit. Euh, cette, cette, en me familiarisant du coup avec les savoirs, l'importance des savoirs autochtones du point de vue de l'éducation, en fait, on s'est rendu compte que l'anthropologue Cavegly et Barnard, ils nous disent que les savoirs autochtones sont aujourd'hui ceux qui sont capables de redonner à l'éducation un ancrage écologique réel, sincère et qui fonctionne. Parce que finalement, quand on regarde les statistiques de l'UNESCO, on se rend compte que il y a, les jeunes ne trouvent pas beaucoup de... La grande majorité ne se sentent pas concernés par les sujets environnementaux. Alors, on est en train, dans l'éducation développement durable, de dire il faut changer de paradigme, il faut que les nouvelles générations s'intéressent à ces sujets environnementaux et ce n'est pas le cas. Alors que ces savoirs autochtones et donc cette incarnation des aires marines éducatives semble arriver à le faire. Donc, comment et là j'en arrive au point qui nous intéresse le plus, c'est la méthode d'investigation et le cadre théorique et méthodologique que j'ai adopté pour cette recherche. Donc, je suis partie du point de vue en fait, des enfants, en sachant que ce que l'éducation au développement durable, en fait, s'adresse aux enfants et aux nouvelles générations. Donc, pour que ça fonctionne, il faut que ça ait un impact pour eux. Donc, le plus simple, je ne sais pas si c'est le plus simple, mais en tout cas, ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de comprendre ce que vraiment en pensent les enfants et donc comment pouvoir les écouter et surtout les écouter des manières
authentique pour qu'ils arrivent à vraiment s'exprimer et dire ce qu'ils pensent et leur vécu de cette expérience, de ce programme pédagogique auquel ils participent avec leur école et leur maîtresse. Donc, pour faire ça, je suis partie de la philosophie du pédagogue philosophe italien Loris Malaguzzi, qui est dans le deuxième après-guerre, en fait, a été un des premiers à s'intéresser à l'enfant en tant qu'acteur social, en tant que personne capable de s'exprimer et d'avoir une opinion et d'être un individu comme tout, en même titre que les adultes. Donc, pour sa philosophie, est vraiment un appel à écouter les enfants, mais attention, écouter les enfants dans toutes les façons que les enfants ont de s'exprimer. Et évidemment, la parole, le moyen de l'expression orale n'est pas forcément le moyen qu'ils maîtrisent le mieux ou à travers lequel ils arrivent à exprimer leur pensée, leur ressenti, tout simplement. Dans un poème que Loris Malaguzzi a écrit, et qui s'appelle, je traduis en français, il s'appelle Le sang existe. 100, c'est le chiffre 100, 1, 0, 0. On dit l'enfant est fait de sang. Il a 100 langages, 100 mains, 100 pensées, 100 façons de penser, de jouer et de parler. Euh, et dans ces poèmes, il continue en disant, l'école et la culture séparent la tête de son corps. On lui dit, pense sans tes mains, agis sans ta tête, écoute, ne parle pas, comprends sans joie, et aime et émerveille-toi seulement à Pâques et à Noël. Donc, en fait, Loris Maraguzzi met en exergue le fait que il y a on n'est pas capable on n'est pas capable d'écouter l'enfant à travers tous ses moyens d'expression. Et les moyens d'expression d'un enfant, ils sont pluriels et il faut essayer de les capter pour vraiment arriver à reporter ce qu'il est sa pensée. Donc, sa philosophie a été traduite dans la pédagogie qui aujourd'hui est connue sous le nom de pédagogie de Reggio Emilia et qui restait un cadre théorique et une approche philosophique à la petite enfance. Mais dans les années 2000, tout début des années 2000, exactement en 2001, il y a deux chercheurs internationaux de la petite enfance, Alison Clark et Peter Moss, qui en s'inspirant de cette pédagogie de Reggio Emilia, de cette pensée, mettent au point une approche méthodologique qui s'appelle mosaïque pour justement étudier et écouter les enfants dans leur expression. Cette approche prévoit des outils participatifs pour interagir avec les enfants. Et parmi ces différents outils, parmi la panoplie de ces différents outils, on trouve des photos, on trouve les dessins, la réalisation des jeux de pistes, la réalisation de plans, un mapping des espaces. Voilà. Et évidemment, les observations directes des enfants, les observations de l'interaction des enfants avec leur maître, maîtresse, avec les adultes, avec la famille et avec l'environnement qui les entoure. Tout ça, tout cet ensemble d'outils et des méthodes, en fait, ce sont les tesselles qui composent cette mosaïque qui, finalement, seulement en les mettant tout ensemble, on a une photo complète de la perception de l'enfant sur un sujet donné. Donc, ce que je fais, moi, aujourd'hui, c'est de essayer de mettre en pratique, j'ai essayé d'adapter cette méthodologie pour aller à l'encontre des élèves ici en Polynésie. Et donc, comment j'ai fait? J'utilise, pour ma recherche, en fait, je utilise des observations participatives lors des mises à l'eau en classe
Et également, j'utilise beaucoup le dessin, c'est-à-dire la création des dessins en classe par les enfants sur leur expérience vécue d'une sortie lors d'une mise à l'eau dans le cadre des aires marines éducatives. Donc, c'est un travail. Donc là, vous avez la photo d'un enfant qui réalise le dessin. Et il est dans la classe et tous ses autres camarades le font. Le dessin est libre, simplement je demande et la maîtresse, bon, il y a un travail à faire avec la maîtresse en amont, évidemment, c'est d'essayer de leur dire qu'est-ce que tu as aimé lors de cette sortie, dessine ce qui t'a marqué, ce qui t'a plu, ce dont tu as envie. Donc, on essaie de limiter quand même les contraintes, on veut pas, c'est pas un devoir, c'est vraiment une expression. Et à partir de ces dessins-là, les enfants, après, j'ai une conversation avec eux, un individuel. Donc, j'étais vraiment frappée par la puissance de cet outil qui est le dessin pour briser la glace avec des enfants qui sont quand même là. Je me suis surtout penchée sur les enfants qui ont entre 8 et 11 ans, disons pour l'instant. Donc, ce sont des enfants qui sont encore très timides, qui me connaissent pas et qui vont me voir une petite semaine dans leur école, mais évidemment avec laquelle ils n'ont pas de familiarité et qui ils peuvent être timides pour me parler. Et en fait, le début de la conversation, c'est toujours sur la base de dessin. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as dessiné? Est-ce que tu peux me présenter ton dessin? Donc, l'enfant vient avec son dessin et il me présente son dessin. Et à partir du dessin, en fonction de ce qu'il me dit, j'ai une série pas des questions parce que vraiment j'adapte, mais j'ai une série d'informations que j'essaie de récolter et j'essaie de les récolter en suivant l'ordre le plus spontané possible pour l'enfant et par rapport à son dessin. Donc, j'utilise vraiment le dessin pour avoir un échange qui soit le plus sincère possible et le moins formel ou impressionnant vu d'un enfant. Donc, ça, c'est la méthode principale. Et évidemment, dans ces conversations, j'ai pu voir que ce que Lévi-Strauss appelait la science du concret, donc dans son livre La pensée sauvage, c'est très, très important. C'est-à-dire qu'il y a notamment dans les enfants que j'ai eus qui sont aux Marquises, ils sont extrêmement fiers de leur culture, de l'expression culturelle de la culture marquisienne, que ce soit à travers les danses, à travers la connaissance des plantes, à travers les chants, à travers le tatouage. Tout ça ressort très fortement quand j'essaye d'aller dans le domaine environnement, culture à travers cette approche. Donc, c'est vraiment frappant. Évidemment, une des tesselles de cette mosaïque que j'essaye de composer est composée aussi par des interviews avec les adultes. Ce n'est pas exclusif. Donc, j'interviewe également le directeur d'école, souvent, même à chaque fois, les maîtresses qui gèrent les enfants, qui les accompagnent, les experts, parce que les personnes qui amènent les enfants dans l'eau sont souvent des experts qui interviennent de manière ponctuelle pour ces sorties. Et donc, à travers cet ensemble d'échanges, j'essaye de percevoir quelles sont voilà, les caractéristiques et quels sont les éléments qui font que cette méthode pourrait être répliquée au-delà de la Polynésie, au-delà de la France, comme c'est le cas. Donc, le travail de terrain que je mène est à peu près celui-là. Donc là, on était à des réunions publiques, on était dans des écoles, on était sur les fleuves, dans la classe, avec des experts qui présentent leurs connaissances. Et pour l'instant, j'en ai fait 58. J'ai fait 58 interviews, conversations des enfants. J'ai 58 dessins et des interviews des adultes. Et ici, j'ai quelques photos des dessins que les enfants
ont réalisé. Donc, vous voyez, c'est très, très varié et on voit vraiment des différences dans la façon d'aborder le sujet. Moi, comme je suis où ils ont été réalisés, ces dessins, on voit déjà une grande différence entre Tahiti, où il y a une barrière de corail, donc il y a du corail, et les Marquises, où il n'y a pas de barrière de corail, et donc il n'y a pas de lagon. Donc, c'est pas du tout la même représentation dès la mer que les enfants font, parce que ça, c'est une autre expérience qu'ils ont vécue lors de la mise à l'eau. Et après, voilà, c'est à partir de ces dessins que j'essaye voilà, de comprendre. De comprendre comment faire pour éventuellement travailler au-delà de la Polynésie parce que il y a une vraie demande aujourd'hui compte tenu des enjeux climatiques auxquels l'ensemble de la planète est confronté. Et juste pour donner un chiffre, seulement 47% des curriculums scolaires et de la documentation scolaire d'après l'UNESCO présentent les sujets environnementaux ou donc des manières vraiment, vraiment très, très marginales encore aujourd'hui. Donc, en fait, il y a de la place pour ce type d'approche. Voilà, j'arrête la présentation du PowerPoint et si éventuellement il y a des questions, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup. Pour votre présentation. Donc, on a vu effectivement cette méthodologie de recherche et les enjeux éthiques importants qui y sont associés. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, peut-être une question en ce qui concerne la durée des entretiens que vous menez avec les enfants. Ils durent combien de temps à peu près? Alors, chaque entretien, alors sans compter le dessin, donc juste simplement l'échange en bilatéral, ça dure entre 10 et 20 minutes en fonction si les enfants ont envie d'être loquaces ou pas. C'est ça. Normalement, c'est max 20 minutes. Merci. Je vois qu'on a une question en ligne. Oui. Vous pouvez prendre la parole. Ça devrait fonctionner. Alors, votre micro est coupé. On vous écoute. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation qui nous amène loin de l'île de la Réunion, où nous avons également des aires marines éducatives. Je vais me présenter rapidement. Je suis Georgette Stoïca, anthropologue de l'environnement et responsable du projet Aquamarine qui porte sur les aires marines éducatives dans l'océan Indien. Je suis dans une approche comparative, donc j'essaye de voir quels sont les points forts ou les points faibles des aires marines éducatives. Et c'est vrai que vous nous parlez de la naissance des aires marines éducatives aux îles Marquises, avec ce lien entre le rapport nature-culture, où vous essayez de comprendre mieux ce qui se passe. Si je comprends bien, vous êtes un début de thèse, donc vous devez encore faire du terrain, aller au-delà des dessins qui sont un moyen pour donner la parole aussi aux enfants qui d'habitude ont du mal à s'exprimer. Mais je voulais savoir si vous comptez faire un suivi sur plusieurs années des aires marines éducatives, parce qu'on sait très bien une aire marine éducative, ça commence au mois d'août, au septembre, et c'est jusqu'au mois de juin, ou au plus tard juillet, ça dépend de l'année scolaire de chaque environnement. Savoir si vous allez au-delà de ce que vous appelez les mises à l'eau, parce qu'on sait très bien qu'il y a des liens avec les autres enseignements. Vous n'avez pas eu le temps de développer, je ne sais pas, la découverte du monde, les mathématiques, le français, de quelle façon on travaille cela. Y a-t-il d'autres activités qui sont proposées aux élèves qui sont en lien avec la culture? Je ne sais pas, des visites de musées, découverte du monde, et comment vous pensez de pouvoir avoir accès à la culture. S'agit-il seulement, parce que vous parlez d'approche bottom-up, d'accord, ce sont les élèves qui proposent une aire marine éducative, l'OFB qui est un peu la maman, on peut dire, des aires marines éducatives, un peu de le monde disent, les élèves doivent être à la base des activités. Comment vous voyez la participation des élèves et de quelle façon la culture ou les savoirs qui sont au niveau local sont proposés par les élèves eux-mêmes
dans les activités qui sont réalisées. Vous avez parlé des experts, les biologistes marins qui seront plutôt intéressés à transmettre un message de sensibilisation, bien que personnellement, je n'aime pas le mot sensibilisation, ou plutôt utiliser le terme éducation à l'environnement, et comment les autres collègues qui proviennent d'autres sciences ou des sciences de la nature, les biologistes marins, se rapprochent à la culture. Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent on dit bah, il ne faut pas toucher les coraux, il ne faut pas marcher sur le coraux. Or, il faudrait le dire autrement, surtout si on pense aux aires marines éducatives et à la langue française. Ensemble, agissons pour protéger l'environnement. Est-ce que ces experts que vous citez sont aussi proches de la culture et de comment on envisage la culture au niveau local? Voilà, c'est vraiment un projet pédagogique qui est très, très intéressant, mais qui pose beaucoup de soucis, surtout, je vais finir avec ça, de soucis en termes de financement. Y a-t-il assez de financement pour pouvoir mettre en place les aires marines éducatives et arriver à une éducation à l'environnement? Voilà, je m'arrête là. Merci pour votre réponse, Julia. Oui, mais non, merci à vous pour ces questions. Ça fait plaisir de voir que le sujet des aires marines éducatives, à chaque fois que j'en parle, il y a toujours quelqu'un qui travaille dessus, qui est un expert qui déjà s'est plongé dans son exploration. Donc, ça me fait extrêmement plaisir. Donc, pour les plusieurs questions que vous avez posées, alors, est-ce que j'arrive à voir au-delà de la partie environnementale avec les biologistes, d'autres aspects et comment ça se traduit en classe. Alors, pas tout, évidemment, mais j'ai déjà, par exemple, assisté il y a une école qui a organisé une journée l'accueil de touristes sur leur petite aire marine éducative. Et dans ces cadres-là, il y avait différents ateliers. Il y avait les enfants parlaient en anglais, parce que c'était des touristes notamment américains, donc ils avaient repris la terminologie qu'ils avaient étudiée et qu'ils avaient appris dans le cadre des sorties en anglais. Euh, il y avait eu un travail sur la légende qui liait cette plage à la légende qui faisait que cette plage, pourquoi elle était là, pourquoi elle était liée à la forêt, etc., pourquoi le sable était blanc. Et donc, tout ça était expliqué, faisait partie de la même logique. Donc, d'une certaine façon, à travers notamment cette activité qui est aussi un lien avec la mythologie, donc du coup avec la culture de cet espace naturel qui est présent des manières systématiques quand il se peut. J'ai également rencontré, parce que c'est pas toujours, effectivement, hein, là j'ai mis en exergue les mises à l'eau avec les biologistes, mais ça peut être également des intervenants qui viennent, par exemple, moi j'ai vu une intervenante qui travaille pour une association d'une mairie qui s'occupe du rawi. Le rawi, c'est cette pratique polynésienne qui fait que, en fait, on interdit la pêche et l'exploitation des ressources marines pour un temps donné. Donc, ça a des racines ancestrales. Ça se passait déjà comme ça avant l'arrivée des de la colonisation. Donc, ça, c'est quelque chose qui fait partie du programme d'air marine éducative. Donc, on fait aussi également appel à des intervenants qui peuvent être considérés plus culturels dès notre point de vue, parce qu'encore une fois, c'est vraiment notre point de vue, alors que pour eux, c'est tout un ensemble. Et pour ça, j'aime bien rappeler ce qui disait Gadgil, disait, ben, en fait, les connaissances et les données récoltées par les populations autochtones suivent une logique diachronique, elle est dans la profondeur et dans dans la cum- dans le cumul d'expériences et d'observations d'année en année qui date d'il y a très très longtemps, alors que l'approche occidentale, c'est plutôt une approche synchronique et ce qui fait aussi qu'on a vraiment du mal, nous, à comprendre et à se mettre dans la peau pour comprendre toute cette logique qui est en fait entremêlée. Et je pense que c'est sa richesse. Mais c'est clair que pour des questions
de recherche telle qu'on l'entend dans une thèse, il faut arriver à séparer les différents éléments, mais il faudra aussi à un moment essayer de les restituer dans le comment ils sont connectés et leurs relations, parce que c'est ça qui fait vraiment la force. Et je pense qu'il y a un livre, le guide des aires marines éducatives, qui a été écrit ici par notamment un anthropologue et une personne qui à l'époque s'occupait des aires marines éducatives à l'OFB, qui en fait met dans une même page, j'imagine que peut-être vous le connaissez, en fait le savoir autochtone avec le savoir scientifique, c'est-à-dire le cycle de l'eau. Il a expliqué comment à travers les légendes, mais et comment ça se passe du point de vue scientifique, c'est-à-dire l'évaporation de l'eau, ça monte, ça descend. Donc il y a les deux, les deux sources sont présentées côte à côte pour qu'elles se complémentent et s'influencent mutuellement. Et je pense que c'est ça vraiment la force qui aide à donner du sens à cette approche et fait qu'en fait, finalement, les enfants, pour ce que j'ai pu voir, ben, ils y trouvent beaucoup de facilité et c'est pas les enfants toujours le plus scolaires, si je peux me permettre cette expression, qui sont mis en valeur parce que il y en a peut-être qui sont moins scolaires de notre point de vue, mais par contre, ils passent toute leur journée à pêcher avec leur tonton et ils connaissent très bien toutes les espèces de poissons. Ils connaissent leur nom, un marquisien, ils connaissent leur nom, un polynésien et ils savent comment les attraper. Ils savent quand est-ce qu'on peut le pêcher, pas le pêcher, c'est à quel moment il faut le faire en fonction de la lune, en fonction de la floraison de certaines fleurs. C'est parce que c'était vraiment ça, un savoir qui était qui concernait, c'était vraiment un savoir holistique qui un grand une bonne partie, pas une grande partie, on a réussi à sauver parce que la culture marquisienne a été quand même mise à mal par par la perte démographique qui, au début du XXe siècle, a failli exterminer la population. Il y avait vraiment, il restait des centaines de personnes simplement sur certaines îles. Donc voilà. Donc il y a tout aussi une question de renaissance culturelle qui fait que cette méthodologie et cette approche est née ici, aussi loin du centre occidental parce que ça fait du sens ici, mais moi, mon intuition, c'est que ça fait du sens aussi au-delà, mais j'ai pas encore tous les éléments pour le démontrer scientifiquement aujourd'hui, mais voilà, c'était pour partager ma démarche et merci encore pour votre Oui, partage rapidement, parce que ça m'intéresse. juste pour dire qu'on ne peut pas répliquer un modèle qui est nos îles Marquises ailleurs, hein, ça peut poser des soucis et c'est vraiment adapté au contexte local. On est malheureusement sur une approche quantitative au détriment du qualitatif. On veut mettre en place X sans dire combien, 3 000, 30 000 aires marines éducatives à l'horizon 2030. Or, on sait bien que cela n'est pas faisable. D'où l'importance de pouvoir étudier. Donc, vous êtes à la base, entre guillemets, à la source de la naissance d'aires marines éducatives et vous étudiez d'une façon critique les savoirs, vous l'avez très bien dit, les savoirs autochtones avant la colonisation. Donc, ça, c'est à creuser encore plus. Et je finis rapidement avec la méthodologie par dessin. Sans doute, vous connaissez des articles qui ont été écrits par Stéphanie Carrière, Catherine Sabineau sur le dessin en anthropologie et un livre qui s'appelle Nature du monde, dessin d'enfants sous la direction de Hélène Pagesi et Catherine Sabinon. Et moi, j'ai écrit un autre article, un Frontiers in Marine Science sur l'utilisation des dessins. Mais je m'arrête là, sinon notre coordinatrice de session, je pense, Je vais mettre qu'elle va prendre la parole. dans le chat si vous voulez, parce qu'effectivement, nous avons encore deux autres communications. Merci beaucoup pour ces échanges. Merci pour la communication et pour ce projet passionnant.